Bonsoir, ça va bien? Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Le Québec n'est pas simplement cet incroyable pourvoyeur d'expressions fleuries, de mets absolument délicieux, de paysages magnifiques et de populations aussi chaleureuses qu'accueillantes. Il est aussi et surtout pour nous un vivier de groupes de métal absolument incroyables, des groupes de métal aussi talentueux qu'originaux, qui ont franchi les barrières de l'international depuis maintenant belle lurette. Le Québec, c'est grand comme 3 fois la France, une population comprise entre 8,5 millions et 9 millions de personnes, forte densité de population dans les grandes villes, un petit peu moins dans les autres territoires, des référentiels culturels forts, une culture forte, une histoire qui l'est tout autant. Qu'est-ce qui a fait qu'en 1982, un groupe comme Voivode a émergé là-bas? Je crois qu'il n'y a pas vraiment de réponse claire à cette question, mais plutôt que d'essayer de l'expliciter, on peut essayer de la raconter, cette histoire, et on va essayer avec le bouquin que je vous présente aujourd'hui, l'évolution du métal québécois, No Speed Limit, qui couvre les années de 1967 à 1989. Alors c'est un bouquin tout bonnement excellent, sorti aux éditions Quartz, je crois que je l'ai déjà dit, de 288 pages, qui a été pensé à la base par Ian Campbell. C'est vraiment l'instigateur du projet. Il voulait vraiment raconter cette histoire, gravée dans la roche, cette histoire du métal québécois. Et lui c'est un métalleux, voilà, c'est l'ancien chanteur de Neurasix, je crois que ça s'appelle comme ça, le nom de son précédent groupe. Il a beaucoup d'activités et il voulait raconter cette histoire du métal québécois. Mais il avait pas trop de connaissances sur, enfin peut-être pas les connaissances suffisantes pour raconter toute l'histoire qui était pré-Voivode. Alors il a fait appel, il manquait un petit peu de temps aussi, donc il a fait appel à monsieur Félix B. Desfossés, qui lui est un journaliste professionnel, spécialiste de l'histoire du rock, passionné de vinyle, un amateur de métal mais pas un métalleux, il le précise par honnêteté, ce qui est toujours très agréable, d'avoir affaire à quelqu'un voilà, qui précise les choses de manière honnête dès le départ. Et lui, il a fait vraiment un boulot pharaonique de recherche dans les fanzines, émissions radio, émissions télé, etc., pour vraiment retracer toute cette histoire du rock au départ, de la musique prog, du métal, du hardcore, et puis après du death, etc., de toute cette histoire en fait du rock et du métal québécois. C'est un bouquin qui est relativement court, ça va direct à l'essentiel et ça raconte une histoire véritablement passionnante. On va décortiquer tout ça dans la deuxième partie. Évidemment, il y a énormément de choses à dire. Vous savez que je le dis souvent et cette fois-ci, c'est vraiment de circonstance, pas le temps de niaiser. Alors la première des bonnes raisons de lire ce bouquin, c'est tout simplement l'histoire extraordinaire qu'elle raconte. Ça commence par une petite perspective historique, quelqu'un qui s'appelle William Wood, qui arrive voilà, donc, sur le territoire et qui raconte un petit peu voilà, ce qu'il voit dans ses écrits. Et lui, quand il arrive, ce qui le marque vraiment au niveau musical, c'est les populations amérindiennes, les populations, les natifs, les populations autochtones. Ce qui joue, c'est les fameux powwows, donc musique tribale, musique en lien avec l'esprit, musique très rythmique. Donc ça va fortement marquer les personnes qui vont arriver, les premiers colons, qui vont amener avec eux, donc ils vont voir ça, et qui vont amener avec eux tout le folklore français qui va se métisser avec le folklore écossais, le folklore irlandais et le folklore anglo-saxon. Et pendant les longues soirées d'hiver, là-bas, il y avait ce qu'on appelle, alors les gigs étaient populaires, et les rigodons, c'est pas facile à dire, étaient joués par des violonneux. Et ça déjà c'est un premier élément voilà, de ce bouquin qui m'a interpellé, qui m'a fait rire, parce que jusqu'à présent, pour moi, un violonneux qui jouait un rigodon, c'était ça. Le violonneux, Michel, il va mettre ses jeans noirs, puis la chemise blanc cassée, blanc crème. Il va prendre son violon, son archet, puis il va jouer un reel, des rigodons. Il va jouer du violon gay. Ah ouais, joue-moi du violon, sinon je te mange le mulet. Ils sont tellement beaux ces types de violonneux.
Alors ces violonneux, voilà, ce sont vraiment des instrumentistes d'un haut niveau technique. Souvent c'est des autodidactes qui ont poussé la pratique de l'instrument jusqu'à son paroxysme. Et ces violonneux, voilà, ils ont aussi dans certaines des airs qui jouent, dans les paroles, voilà, des paroles qui chantent, des chansons qui chantent, il y a des airs un petit peu par moments blasphématoires qui font référence au diable dans un contexte très ancré, très influencé par le religieux. Ça faisait pas trop bonne figure. Il y avait certains qui disaient que certains violonneux étaient tellement doués qu'ils avaient vendu leur âme au diable en échange de ces talents de musiciens. Et forcément, ça fait écho aux États-Unis, au fameux Crossroads et au fameux bluesman Robert Johnson. Donc on voit déjà un petit peu les histoires qui s'entremêlent. La suite, le tour passe, la révolution tranquille, etc., etc. Et on arrive dans les années 60 avec évidemment l'explosion des Beatles qui, dont l'influence fait la musique véritablement inonde le monde et donc forcément aussi le Québec. Et là, à partir de ce moment-là, il y a dans le bouquin cette marque, ce marqueur de la musique mondiale avec les grands marqueurs, les grands groupes qui ont marqué le rock et l'effet miroir, ce qui se faisait au même moment au Québec. Donc quand il y a eu les Beatles, il y avait en face les différents, il y avait les Misérables, il y avait The Sinners, donc un groupe assez intéressant, et après on voit toute l'évolution. Forcément Jimi Hendrix arrive avec la Fuse, Cream, et puis après Steppenwolf, Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath et tout ça. Donc en face il y a des groupes comme The Sword, il y a un groupe comme Offenbach. Offenbach c'est un groupe qui est très important au Québec. Je vous conseille, vous allez sur YouTube, vous tapez Tabernacle, je ne sais pas exactement comment ça se dit, mais bon, Tabernacle, vous tapez ça sur YouTube, Offenbach, et vous allez tomber sur un film de 2 heures, réalisé par je ne sais plus quel réalisateur, je crois un réalisateur français, qui a suivi le groupe au concert, en salle de répétition, c'est véritablement un film vraiment passionnant qui montre ce groupe-là, Offenbach, qui est un groupe plutôt blues rock, avec une grosse voix du chanteur qui fait un petit peu penser à la voix de Lemmy, une grosse voix mélodique, mais grosse voix un peu rocailleuse, et déjà voilà donc des improvisations, un petit peu des passages un petit peu plus prog, et on voit vraiment que le prog après ça va vraiment avoir une importance majeure au Québec, et notamment pour les musiciens de métal qui arriveront après, et notamment Denis Piggy d'Amour de Voivode. Le prog, quand c'est arrivé au Québec, ils appelaient ça l'anti-rock, anti-rock conventionnel. Donc c'est-à-dire on fait exactement, donc voilà, on donne pas dans la simplicité du rock, on fait une musique, des techos qui font une musique beaucoup plus réfléchie, avec beaucoup plus riche en harmonie, en accords, dans les gammes qui jouaient, etc. C'était souvent des musiciens qui allaient jouer pour d'autres musiciens dans des amphithéâtres ou dans des lieux de formation de musique. Vraiment ce côté, ces groupes de prog vont se développer là-bas, avec un groupe, par exemple, qui s'appelle Morse Code Transmission, et donc un groupe qui aura influencé beaucoup les musiciens à cette époque-là, et surtout autre chose avec leur super album qui s'appelle Le Cauchemar Américain, qui va vraiment être d'une influence prédominante et très importante sur Denis Piggy d'Amour de Voivode. Alors évidemment, parler du métal au Québec sans parler de Voivode, c'est absolument impossible. Pour Ian Campbell, il dit, 1982, Voivode, c'est à partir de là que tout commence, en fait, au Québec, et c'est vraiment le point zéro, le pivot, le point d'ancrage qui a permis que tout le reste se développe. Il faut bien voir, en 1982, quand un groupe comme Voivode arrive, influencé par le hard rock, le punk et le prog, il y avait une musique quand même qui était très agressive pour l'époque. Les gens un petit peu, comme quand on lit dans Enjoy the Violence, qui découvraient Kill 'Em All, ou qu'ils découvraient le premier Slayer, Chant No Mercy, les mecs ils comprenaient pas, donc ils écoutaient Voivode, les mecs ils disaient mais ça va 200 à l'heure, c'est hyper... Et déjà dans l'underground, les premières démos de Voivode, ça crée une émulation un peu de l'underground. Par exemple, Jason Newsted, à des centaines de milliers de kilomètres de là, qui jouait dans Flotsam et Jetsam, il est devenu fan inconditionnel de Voivode dès le début. Et il jouera avec eux évidemment quelques années après, quand il quittera Metallica. Et ce que Ian Campbell il dit, c'est que non seulement ils sont le point de départ, bien qu'il y avait des groupes de métal un petit peu pré-métal avant Voivode, mais Voivode c'est vraiment pour lui le commencement. Comprendre Voivode, c'est comprendre le métal québécois,
Et comprendre ce qui a influencé Voivode, c'est comprendre ce qui a influencé après aussi les autres groupes de métal québécois. Donc c'est véritablement un groupe incontournable. Il y a toute une partie sur eux dans le bouquin, donc on apprend voilà donc comment, d'où vient le nom Voivode. Ça vient d'un bouquin. Alors il y a plusieurs choses. Il y a le bouquin Le Talisman des Voivoïdes de Henri Verne, je sais pas comment on dit exactement, qui était c'était les aventures de Bob Moran, le 83e ou 84e épisode des aventures de Bob Moran. Le Talisman des Voivoïdes, donc le roi Voivode était un roi gitan. Dans le même temps, il lisait Dracula de Bram Stoker traduit en français, et dedans, apparemment, je ne l'ai pas lu, mais apparemment dedans, Dracula s'autoproclame le voïvode, un prince de haut rang. Il lisait aussi, apparemment il lisait beaucoup les voïvodes, et il lisait aussi le Seigneur des Anneaux, Tolkien évidemment, où là il y avait le Mordor qu'ils ont transformé en Morgoth, et toute la cosmogonie de Voivode s'est créée voilà, autour de ça, le nom et un petit peu l'univers. Au début hérité un petit peu de l'aventure, de l'heroic fantasy, mais qui après évoluera évidemment en sci-fi, dans un monde post-apo, et avec toutes voilà, les autres personnages et la cosmogonie de Voivode qui va grandir peu à peu. On voit comment ce groupe se crée, on voit ses influences, on voit comment ils ont tourné à l'étranger, avec Creator, avec Violence, qu'est-ce qui s'est mis en place au Québec, la résonance que ça pouvait avoir auprès des groupes là-bas, la fierté de voir un groupe comme ça qui réussissait, un groupe aussi original. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu une interview du guitariste de Negativa qui disait que pour eux, enfin pour lui, ce que leur avait appris Voivode, voilà l'héritage, voilà c'est ça, l'héritage de Voivode, c'était l'originalité. Faites un métal sans concession originale. Et effectivement, on se dit pour les groupes qui ont vu ça, qui ont vu un groupe comme Voivode qui jouait une musique violente, barrée, sans concession, et qui en plus évoluait avant la triplette avec Killing Technology. C'est un groupe qui a beaucoup bougé, qui a beaucoup évolué, qui a fait beaucoup de choses différentes. Les mecs ils se disaient voilà, finalement l'originalité ça paye, et l'originalité ça permet à la fois d'avoir un retentissement à l'étranger, et ça permet de trouver sa propre identité et d'être plus en phase avec ce qu'on est en tant qu'artiste. Ça s'arrête du coup, le bouquin après assez vite, en 1989, donc ça parle un petit peu, c'est les débuts vraiment du death metal, donc ça parle un petit peu de Gorgoth avec quelques bouts d'interviews de Luc Lemay, ça parle pas encore de Cryptopsy, ça parle pas encore du black metal, ça parle pas encore de Cataclysme, de Despise Icon, enfin, il y a plein de groupes des années 90 qu'on se dit ah ça serait bien que ces groupes-là, voilà, ils arrivent, qu'on parle de ces groupes-là, et malheureusement ça s'arrête à 1989, ça raconte toute cette première partie, ce qui est déjà génial, mais il y a toute cette deuxième partie qui manque. Normalement, enfin, j'ai lu quelque part que Ian Campbell devait écrire cette deuxième partie. Il va être consacré aux années 90 et aux années 2000, j'espère qu'il le fera, parce que déjà cette première partie est véritablement passionnante, une deuxième partie serait véritablement la bienvenue. Je ne peux pas tout vous raconter évidemment, mais on apprend aussi par exemple que quand le hardcore est arrivé au Québec, donc il y avait la première vague de hardcore avec le hardcore new-yorkais, Agnostic Front, Cro-Mags, ou Suicidal Tendencies, Black Flag, etc. Eux en fait, ils ont pris le hardcore et ils l'ont appelé la défonce. Donc la défonce, autant la défonce dans le pit que la défonce musicale et la défonce tout court, quoi. Et en fait avec des groupes comme Damnation, comme Agression, ils ont eu hardcore chez eux très virulent, à la limite du crust même à certains moments, et ça des relents un peu de grind, et ça se jouait dans une espèce, au début dans une espèce de squat qui s'appelait Chez Emile, où Voivode avait joué d'ailleurs, je crois qu'il s'était fait d'ailleurs dérober tout leur matériel là-bas. C'était un endroit qui était un petit peu craignos, il y avait souvent des bastons entre les punks, les métalleux et les skins, et d'ailleurs le fameux Émile qui tenait cette espèce de lieu, enfin, qui était plutôt le propriétaire plus que le tenir, il s'est fait assassiner par un punk apparemment dément qui avait des hallucinations et qui avait vu une espèce, l'avait vu dans la lumière avec la poussière forcément qui était dans la lumière, qui avait fait selon le punk une espèce de aura, il avait cru qu'il avait cru que c'était maléfique, donc il l'avait assassiné. Triste fin qui montrait un petit peu voilà le caractère quand même assez violent que pouvait avoir cette scène là à l'époque.
Ce bouquin, voilà, vous parle de ça, vous parle de plein d'autres choses encore. Je me suis vraiment régalé à le lire. 288 pages, ça va quand même assez vite, mais c'est quand même assez dense, mais ça reste très agréable à lire. Vous apprendrez toujours plus en lisant un bouquin comme ça qui va vous raconter l'histoire de la scène d'un pays que vous retapez pour la énième fois un bouquin, l'anthologie du métal ou je ne sais quoi, qui de toute façon va vous ressasser, j'ai l'impression de le dire à chaque fois, vous ressassez toujours les mêmes histoires. Donc l'évolution du métal québécois, un bouquin que je vous recommande chaudement. Pour le choper, c'est pas évident parce qu'il n'est pas distribué en France. Vous pouvez, alors les éditions Quartz le distribuent, vous pouvez directement le commander chez eux, vous devriez vous en tirer pour une quarantaine de boules. Si vous êtes parisien, si vous êtes francilien, il y a la librairie du Québec à Paris, je les avais contactés, ils peuvent vous avoir le livre d'ici 3-4 semaines. Voilà, apparemment, pareil pour 30-40 boules. C'est toujours un investissement pour un livre, mais au moins ça fait pas travailler Amazon. J'en profite pour saluer, j'ai quelques abonnés qui viennent du Québec, j'en profite pour les saluer. Excusez-moi si j'ai fait des erreurs au niveau de la prononciation, si j'ai fait des erreurs ou des approximations par rapport à l'histoire, par rapport tout simplement à des groupes que j'aurais omis. Je sais que j'en ai omis plein, mais il y en a trop assisté, puis le name dropping, voilà, bon, mais j'aime pas trop ça. En tout cas, nous, on vous kiffe, et on kiffe les groupes qui viennent de chez vous. Je me souviens avoir vu, il y a plusieurs années, Gorguts, j'avais véritablement adoré, et même j'avais vu Grimmskunk à Bordeaux, c'était un super concert, vraiment hyper énergique, dans un style plus punk évidemment, mais qui m'avait véritablement beaucoup plu. Dédicace aussi à Greg, donc le rédacteur en chef du webzine dans lequel j'étais avant, au VS Webzine, VS Violent Solution. C'était une phrase directement tirée de lyrics de Voivod. C'est un grand fan je pense qu'il est toujours un grand fan de Voivod. Je ne suis même pas sûr que s'il n'y avait pas eu Voivod, peut-être que sa passion du métal n'aurait pas été celle qu'elle est, peut-être que VS aurait jamais existé. En tout cas, petite dédicace à lui. On se termine l'année comme ça, avec un petit bouquin véritablement très sympathique. On se revoit, je pense, l'année prochaine. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, et à très bientôt. Bye bye.